Bonjour à tous et à toutes, chers supporters des Verts. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va débriefer le match avec Laurent, le match contre Montpellier qui a été gagné et qui replace les Verts à la deuxième position, juste derrière Troyes. Et en plus de ça, on va surtout vous parler d'un premier bilan des Verts. Alors, on n'est pas encore à la moitié de saison, mais on arrive à la deuxième trêve internationale. On y voit un peu plus clair déjà sur les ambitions de Kilmer Sport et on va noter tous les joueurs et également le coach des Verts. Et puis ensemble, on fera du coup le 11 type d'Eric Ordeland vis-à-vis de ces notes-là. Salut à toi Laurent, comment tu as vécu ce match toi contre Montpellier? Salut Louis. Alors je l'ai vécu à l'Orbital. C'est une brasserie juste à côté du stade Geoffroy Guichard. Il y a beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance et j'invite les Stéphanois à aller voir les matchs à l'extérieur des Verts. À l'Orbital, c'est vraiment sympa comme lieu pour suivre les matchs. Eh ben, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. C'était stressant. Dès la première minute, première, deuxième minute, bah, il y a ce tir de Montpellier sur le poteau avec une défense stéphanoise. On a débriefé l'action dans l'émission Club ASS sur TL7 avec Alain Blachon. Il était sidéré par la passivité, Alain, de cette défense stéphanoise. Purée, mais tu prends l'action de son début jusqu'au poteau, mais tu as au moins 5 ou 6 mecs qui sont là comme des plots à mal défendre. Heureusement, ça finit sur le poteau. Et dans la continuité, bah, c'est la défense de Montpellier qui recule avec David Ashvili qui peut avancer et faire parler son talent quand même. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, Zorico. Il claque le but. Pour moi, c'est cette action-là, parce que c'est dans la continuité, c'est le résumé du match. Parce que le 2-0, il est très flatteur pour Saint-Étienne. Il y a quand Ouais. même des arrêts d'entraîneur, notamment un face-à-face remporté avec Mendy. Deux montants, un poteau, une barre. Et peut-être bien quand même un penalty oublié par l'arbitre pour ce ceinturage de Ferreira qui intervient super bien vu qu'il n'y a pas de faute. Mais si l'arbitre siffle, ça peut faire aussi rouge et on se retrouve à 2-1 à une demi-heure de la fin. Le 2-0, c'est un très bon score pour nous par rapport à la prestation de l'ASS, même si on a vu deux jolis buts. Le deuxième but, c'est aussi amené par une belle action. Donc, c'est une ASS, toujours. On, en a, on en a un petit peu pour notre fin avec cette ASS-là. On voit qu'il y a le talent, qu'elle est supérieure à tous ses adversaires. Bon, elle gagne, les résultats sont là, mais il y a un petit sentiment d'inachevé parce que ça reste fébrile, notamment sur les côtés. C'est pas encore un produit fini, cette ASS-là, mais elle est deuxième, elle se relance. C'est surtout ça, c'était le plus important sur ce match-là parce qu'il y avait eu la déconvenue et la première défaite de la saison contre Guingamp. Guingamp qui n'a pas gagné contre Nancy. Et cette journée de championnat, elle était parfaite pour nous, à part Pau. Il n'y a que Pau qui a gagné. Reims qui perd à domicile 4-2 contre Grenoble. Reims qu'on voit un petit peu comme beaucoup de supporters, d'observateurs, comme le candidat, le concurrent principal des Verts pour le titre et la montée en Ligue 1. Il y a Troyes qui se fait accrocher aussi. C'était une bonne journée pour la SS. On recolle. On est premier à égalité maintenant avec Troyes et avec Pau. Surprend. Ouais. Non, mais moi, juste pour revenir, j'ai l'impression quand même que c'est une copie conforme des derniers matchs de Saint-Étienne, notamment contre les gros, où je vois un Saint-Étienne qui gagne, certes, parce qu'il y a un talent qui existe, hein, mais je dirais pas que cette équipe est vraiment au-dessus de tous les clubs de Ligue 2, tu vois, parce que dans le jeu, il y a quand même des phases où la Saint-Étienne répond très bien, et il y a des phases où bah, c'est beaucoup moins bien et on sent une équipe montpelliéraine qui est capable de rivaliser. Ce match-là, il m'a fait un peu penser aussi au match contre Reims où finalement, quand tu regardes le bilan, c'était un super match, hein, mais est-ce que Saint-Étienne doit vraiment gagner contre Reims ce match-là? Je ne suis pas certain. Je vais parler de mérite. Je trouve que ça méritait plutôt un match nul, sachant que Reims avait fait une meilleure période. Et j'ai l'impression que on retire quand même beaucoup le talent de cette équipe-là par des grosses individualités. Donc, il y a Lucas Tassin qui a fait un super match contre Reims, là, c'est Zorico Davitashvili. Mais sans ce talent-là, et à mon avis, il ne sera pas présent non plus sur toute une saison de Ligue 2,
eh ben, on n'est pas sur une marge nette entre les adversaires et l'AS Saint-Étienne. C'est là le bémol, moi, que je souligne, c'est que pour moi, cette équipe ne va pas surnager en Ligue 2. Parce que oui, il y a du talent, mais on l'a vu, elle n'est pas forcément présente à tous les matchs, notamment contre Guingamp, où bah là, force est de constater qu'il y avait moins d'envie, certains joueurs l'ont même dit. Et j'ai un petit peu peur aussi sur ce contenu des matchs. Il manque un brin de folie, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Ouais, un brin de folie et une sérénité. Il n'y a pas énormément de maîtrise en fait qui se dégage de cette équipe et je trouve que c'est un peu les mêmes lacunes que l'année dernière dans les transitions. Tout de suite, on va être en danger, des fois dans l'agressivité. Sur les côtés, on est facilement en danger. Et là, sur ce match-là, au milieu, eh ben avec le ballon, ça allait. On a vu sur les 2 buts. Miladinovic est présent sur le premier. Il fait une très belle remontée de balle. Jabber fait son match dans le combat. Tardieu était, je trouve qu'il marque. Il me semble qu'il manque quand même quelque chose. Quand Mouefek n'est pas là au milieu, ça manque d'impact en premier rideau, je trouve, même si Jabber apporte un peu ça. Mais là, quand il joue avec Miladinovic et Tardieu, tu n'as quand même pas le même volume et les mêmes caractéristiques défensives chez Tardieu et chez Miladinovic. Il manque des choses dans cette équipe. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'heureusement que les Verts sont en Ligue 2. Heureusement que les adversaires, finalement, sont assez faibles. Parce qu'on est censé survoler ce championnat. Alors, on est, pour l'instant, si le championnat s'arrête là, on remonte, très bien. Mais on survole rien du tout. Et je me dis que cette équipe stéphanoise, si elle était en Ligue 1, ben, à mon avis, elle lutterait pour son maintien. Elle lutterait pour son Oui, maintien. Elle est un peu meilleure que Metz, Metz, que Angers, Nantes. Oui, c'est Angers. un petit peu meilleur, mais c'est pas bien meilleur. Ouais, je suis même pas sûr, tu vois. Nantes, je suis même pas sûr. Peut-être, mais je suis pas sûr. Angers, Ouais. à mon avis, cette équipe-là de Saint-Étienne, mais on a un actionnaire qui est puissant, donc il remettra la main à la poche à coup sûr si on remonte. Mais quand même, on a recruté, depuis que Kilmer Sport est là, on a recruté 5 latéraux, par exemple. 5 latéraux. Mm. Mais si on remonte, il va falloir encore en recruter 2. Ou alors, il va falloir que Hanan et Ferreira augmentent haussent un petit peu le niveau, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Je suis désolé, mais c'est Ouais. pas terrible. Et Lamba, pour l'instant, bah, c'est assez moyen. Il est plus jeune. Enfin, il est plus jeune. Hanan est jeune aussi, et Ferreira n'est pas vieux, mais je sens pas une marge de progression énorme chez tous ces joueurs qu'on est allé chercher. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Laurent. Bah, justement, on va les analyser tous un par un. On va voir un peu les forces et les faiblesses de cet effectif. On va commencer tout de suite avec le gardien, Gauthier Larsonneur, donc qui récolte une note de 7 sur 10. Donc, c'est notre note But Football Club. C'est mes notes pour le coup. Laurent, toi, si Ouais, tu as d'autres notes, tu nous les fais parvenir. ça va. Euh, Je suis d'accord avec toi Gauthier, sur. Ouais. ouais. Gauthier Larsonneur qui a fait 4 invincibilités, du coup, avec les Verts. Il a, alors, le pourcentage de X God, c'est en fait, c'est tout simplement les occasions, enfin, les buts qu'il aurait dû prendre. Donc, on voit qu'il a pris 10 buts, il aurait dû en prendre 10,1. Donc, pour le coup, on est sur une moyenne. On est sur un joueur qui performe, tout simplement. Il fait pas il sous-performe pas, il performe pas plus que ça, il est dans sa moyenne. Donc, il a un pourcentage et un nombre d'arrêts de 57%. Il a subi 30 tirs. On est sur un joueur qui, pour le coup, est à son niveau, tout simplement. Donc, c'est pour ça une note de 7. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Ouais, il retrouve son meilleur niveau. Il ressemble au Gauthier Larsonneur d'il y a 2 ans quand on remonte en Ligue 1. Il est plus proche de ce Gauthier-là que du Gauthier de la saison dernière où malheureusement on le voyait juste pour Ah, il aller aurait peut-être eu une ramasser note le de 3 ballon là. au fond de ses filets. Il prend moins de buts et il est plus décisif. Hein. Ouais. Là, le dernier match contre Montpellier, il sort face à face avec Mendy, il sort bien dans ses pieds. Ouais, il retrouve son meilleur niveau. C'est pas le premier match où il aura été décisif. Il a pas très bien démarré à Laval, un peu passif sur les buts. Et après, il s'est bien rattrapé. Je vois pas de but où on s'est dit, tiens, l'Arsenal,
Allez, peut-être non, la tête de Diaby contre Grenoble, je sais pas. Non, c'était plutôt les défenseurs. Non, c'est du bon Larsonneur et dans l'état d'esprit, il est là. Il, il harangue, il encourage, il repositionne bien ses défenseurs. C'est pourvu Non. que ça dure pour Larsonneur, s'il continue comme ça. Il sait qu'il a besoin de faire une grosse saison s'il veut garder sa place en cas de remontée en Ligue 1. Parce que on peut considérer qu'on a vu un petit peu ses limites au plus haut niveau, la Ligue 1, la saison dernière. Donc il faut qu'il sorte une grosse saison pour conserver sa place, même s'il a prolongé. Mais il donne raison aux dirigeants de l'avoir prolongé et on se doutait quand même que l'Arseneur en Ligue 2, ça allait le faire. Ça le fait, tant mieux. Après, il peut y avoir quand même quelques regrets dans le sens où il ciblait Robin Risser. Quand tu regardes les performances de Robin Risser avec Lens, là, tu es sur un joueur qui surperforme pour le coup et qui est plus jeune qu'au Gauthier Larsonneur. Ça peut quand même, tu peux avoir quelques regrets parce que tu te dis, tu aurais acheté ton gardien pour les 5 prochaines années, ça aurait été pas trop mal, dans le sens où Gauthier Larsonneur, là, il a été prolongé 2-3 ans. Mais avant cet été, tu te disais, bah, tiens, peut-être forcément, Gauthier Larsonneur en Ligue 1, c'est pas assez bien. En Ligue 2, ça fera le taf. Mais tu t'es pas dit, ça allait être ton titulaire sur les 3 prochaines années. Et ça, c'est la seule petite Non, incertitude sur Gauthier Larsonneur. ouais, je suis d'accord avec toi, mais là, tu es dans une opération remontée. Ok, pour du long terme, peut-être pas si on remonte, mais dans une opération remontée, il y a du caractère, il y a cet amour du maillot quand même. On se souvient quand il est venu, la SS était 20e de Ligue 2. Mais bon, il était à Valenciennes. Moi, je suis content que ce soit toujours lui le gardien de la SS et on verra si on remonte. Mais c'est bien de l'avoir. Pour remonter, c'est bien de l'avoir. Ouais. On va passer à Joao Ferreira. Je sais que tu l'as dans le cœur, ce joueur. Il a une note de 5 sur 10. C'est plutôt, pour le coup, on en entend beaucoup plus de Joao Ferreira. Il a fait 7 matchs. Il a eu une petite blessure à un moment donné. Des duels remportés à 61%. Duel aérien, il n'est pas si catastrophique que ça, 92,9%. Dribble réussi 50%. Et c'est là qu'on voit que le joueur a ses limites. C'est la précision dans les passes, 81% pour un latéral, c'est assez peu. Et dans la Ouais. précision dans les centres, 25%. Bon, il a une passe D, mais on en attend quand même beaucoup plus techniquement pour un joueur qui a joué quand même à haut niveau dans certains clubs. Ouais, il avait bien démarré avec sa passe dès sa première titularisation. Pour, euh, pour quel joueur déjà? Pour, je ne sais plus qui est-ce qui marque. Pour Dufus. Pour Dufus. Ouais, il me Passe semble. D contre Rodez. Et, et là, après, beaucoup de déchets. Ouais, j'ai l'impression des fois que le ballon lui brûle un peu les pieds. Pour un joueur de 24 ans qui a son expérience, il a quand même été titulaire la saison dernière à Braga. Il s'est pas imposé à Watford, mais quand il était à l'Udinese, il a joué aussi. Peut-être que physiquement, il n'y est pas encore tout à fait. Il a fini un ou deux matchs avec des crampes, mais je le trouve en difficulté depuis plusieurs matchs. Là, c'était Mbouko sur son côté. Alors, c'est pas facile. Mbouko, on le connaît à Saint-Étienne, il a fait 6 mois et il a affolé pas mal de latéraux. Mais ouais, un joueur de son expérience, même s'il est encore jeune, Il a on, 24 ans. Ouais. je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à mieux. On verra. On verra sur la durée. Ça fait que 2 mois que la saison a démarré. Il est meilleur qu'Apia, je pense. Mais pour la Ligue 1, bah, je suis vraiment pas sûr. S'il élève pas son niveau, pour moi, c'est ce qu'il montre depuis qu'il est là, c'est pas du niveau d'un joueur de Ligue 1. Ouais. Donc je suis un petit peu déçu. 5, ouais, 5. 5 sur 10. Ouais. Non, de toute façon, tu fais une comparaison avec même des latéraux qui sont en Ligue 1 et qui jouent le maintien. Moi, je pense à Raoul Issoa, par exemple, à Angers. C'est plutôt une valeur sûre, même si, bon, là, ils s'en prennent 5 contre Strasbourg. C'est vraiment un bon joueur. Et à Joao Ferreira, je ne le vois pas évoluer non plus à ce niveau de jeu-là. Donc, j'ai hâte de le voir aussi en Ligue 1, voir s'il a vraiment un peu plus dans le ventre que ce qu'il montre en Ligue 2.
Parce que c'est vrai que là, sinon, avec ce niveau-là, il va prendre une pilule, hein, parce que les niveaux des ailiers en Ligue 1, c'est quand même sympa, quoi. Tu vas te retrouver face à un Barcola ou un Greenwood ou un Pek Chao, Dembélé, ce genre de choses. Ah, ça va être dur, hein, ou un Malik Fofana à Lyon aussi. C'est du haut niveau. Donc, moi, si déjà il se fait mélanger par Mboukou, Ben oui, s'il est des déjà en haut difficulté, niveau, ça va être dur, hein. s'il est en difficulté face aux attaquants de Ligue 2, oui, la Ligue 1, ça va plus vite, ça saute plus haut, ça tire plus fort. C'est Ouais. un niveau nettement supérieur. Il y avait Joly qui était sur le Oui, marché, aussi, qui était gratuit. Eh ben, on est riche, hein. On est riche. Pour mettre de l'argent sur Joao Ferreira plutôt que sur Joly, pour moi, c'est pareil en fait. C'est pareil. Joly présentait quelques garanties. Il avait été élu meilleur latéral de Ligue 2 il y a 2 ans. Ben, c'est une recrue data, Joao Ferreira. Je ne sais pas sur quels critères il a été recruté, sur quelle data spécifique. Après, il vient juste d'arriver. Peut-être qu'il a une grosse marge de progression qui a été détectée par la data, mais elle ne se voit pas à l'œil nu. ouais. On va passer à un de tes chouchous, Laurent, Michael Nadé, qui est le patron de cette défense. Alors moi, je ne l'attendais pas forcément à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'après une saison en Ligue 1, on va dire un peu compliquée, même on va dire que c'était un peu le meilleur défenseur quand même. Je m'attendais à ce que Bernauer prenne le lead dans cette défense, à ce que Chico Lamba se révèle aussi. Et on voit que Michael Nadé évolue toujours à un très gros niveau, donc avec une note But Football Club de 7,5. C'est clairement, là, on va vous le dire, hein, c'est la plus grosse note. Donc il y a d'autres joueurs qui partagent cette note-là. Mais Michael Nadé, 7,5, en plus il marque des buts. Donc que demander de plus pour Michael Nadé, Laurent? Bah ouais, mais heureusement qu'il est là. Franchement, dans cette défense, quand je vois la deuxième mi-temps à Montpellier, quand Lamba sort, où on finit avec Nadé et Ferreira, donc qui bascule dans l'axe, Ferreira qui, pour le coup, a bien répondu présent dans l'axe. La qualité de son jeu de tête le démontre. On a montré ses stats de duel gagné, duel aérien gagné. Sur les côtés, on se retrouve avec Apia d'un côté et Anan de l'autre. Je me suis dit, mais pourvu que Nadé maintienne son niveau de jeu de la première mi-temps, parce qu'il devait se coltiner quand même Alexandre Mendy. Mais sur tous les matchs, c'est tout le temps lui qui est au point de chute pour dégager les ballons chauds. Même quand c'est du côté axial droit, c'est lui qui intervient. J'invite les supporters à regarder les matchs des fois comme il faut. Même quand ça arrive côté droit, c'est Nadé qui est là pour sortir les ballons. Parce que je vois qu'il y a des critiques. C'est vrai que j'aime beaucoup Michael Nadé. Et je vois qu'on a tendance à me critiquer sur le fait de mettre en avant Michael Nadé. Je l'ai encore mis dans mes tops sur le match de Montpellier, mais je ne suis pas tout seul. Les entraîneurs des équipes adverses, il y en a 3 qui ont élu Michael Nadé meilleur joueur du match quand ils sont venus à Geoffroy Guichard. Les défenseurs, il en est à 2 buts. Les duels, mais il les gagne, les duels. Il les gagne. Quand je vois les statistiques du match à Montpellier, où on est à peu près à 50% de duels gagnés. Mais enlever les duels gagnés par Nadé, on n'est pas à 50%. Hein, parce que lui, il répond présent. Quoi. Et il est là à tous les matchs. Je trouve qu'il a la bonne attitude. Il dégage. Déjà, il est impressionnant quand même physiquement. Il est imposant. Donc, quand il y a des temps faibles, quand la SS est en danger, le match contre Reims, par exemple, où on se fait bouffer pendant 20 minutes, comment on marque le but? Qui est-ce qui prend le ballon derrière et qui dit « Oh, il faut sonner la révolte ?» C'est lui. Il traverse le terrain, il enclenche l'action et derrière, on marque le but. Il est bien. Dans l'état d'esprit, il est bien. Mais pour moi, c'est le patron de cette défense, c'est Nadé. Les Verts ont recruté ribambelle de défenseurs, mais le meilleur défenseur de Saint-Etienne, il a été formé au club, c'est Michael Nadé. Sur ce début de saison, en tout cas. Non, mais je suis d'accord, Laurent, surtout que je vais te rejoindre tout simplement par les statistiques. Parce que, donc, j'ai pas détaillé ces statistiques, mais vous allez voir les statistiques de Chico Lamba. Et vous allez voir tout de suite la différence, justement, entre Michael Nadé au niveau des duels, au niveau de la récupération, au niveau des précisions de passe également.
Donc là, tout de suite, les statistiques de Chico Lamba, qui est aussi titulaire, hein, eh ben, c'est tout de suite moins bien. Donc, un duel remporté à un petit peu plus de 50%. Récupération, il y en a 10 de moins quasiment. Précision de passe, c'est moins bien également que Michael Nadé, notamment dans les passes longues. Et donc, on est sur une note de Chico Lamba de 5,5. Je rappelle quand même que ça a été la plus grosse recrue de cet été avec Pierre Ecois. Pierre Ecois, on ne va pas trop en parler parce que ça, c'est quand même assez affligeant. Mais on est clairement sur un joueur pour moi qui déçoit, malgré qu'il soit jeune, malgré qu'il ait une marge de progression qui a été détectée par la data, mais que sur le terrain, ce n'est pas forcément visible. Il y a eu des matchs plus compliqués que d'autres ou des matchs où il a été un peu meilleur aussi. Mais on n'est pas sur il n'y a pas eu un match référence pour moi, pour Chico Lamba. Il est vraiment dans l'ombre de Michael Nadé, justement, Laurent. Ah oui, c'est ça. Il est dans l'ombre de Michael Nadé, il est moins présent, moins impactant, moins solide que Nadé. Le premier match avait été très compliqué pour Nadé et un degré moindre pour Lamba à Laval. Oui, pour l'instant, je sais pas, j'ai envie d'en voir plus. Pour l'instant, c'est un peu creux. Chico Lamba, c'est pas non plus hyper décevant, hein. C'est pas un trou pour l'équipe, loin de là. Mais il va vite. Donc ça, c'est une qualité parce que l'ASS défend haut. Mais on se dit qu'à 6 millions d'euros, on n'a pas tout vu encore. Ouais. Enfin, j'ose espérer qu'on n'ait pas encore tout vu. Après, nouvelle langue, adaptation, nouveau championnat. Voilà. Il vient juste d'arriver, hein, donc on va pas. Là, c'est une note après 3 mois de championnat. Il fait un début de Oui, saison c'est moyen. sûr. C'est sûr. On fera d'autres notes de toute façon à la mi-saison, à la fin de saison. Forcément, on aura un bilan bien plus détaillé. Là, pour le moment, on est sur 9 matchs. Alors, c'est déjà un petit échantillon qui est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'on en a un temps plus, même si 6 millions d'euros aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire sur le marché des transferts. Tu peux mettre même 30 millions d'euros sur un joueur, tu n'es pas certain que ce joueur-là va te garantir que ce soit un top player. Aujourd'hui, ce n'est pas gage de réussite tant le marché des transferts a évolué et ne cesse d'augmenter les prix. C'est-à-dire que même un joueur qui fait 6 mois en Ligue 1, il peut valoir 15-20 millions d'euros, alors que peut-être que 6 mois plus tard, il en vaut 2. Donc, très sincèrement, je ne me fie pas non plus à la valeur marchande d'un joueur, sachant que c'était un joueur chez Colomba qui, au moment où Saint-Etienne l'a recruté, ne valait que 3 millions d'euros. Donc, encore une fois, c'est un investissement aussi sur l'avenir. Ils ont un petit peu surpayé, je pense, un peu le joueur et le profil, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il va vite. Et un défenseur central qui va vite, ça ne court pas forcément les rues. En plus de ça, il est jeune, donc il a beaucoup à apprendre. Malgré tout, je ne le mettrai pas forcément titulaire dans l'équipe type, parce qu'il y a d'autres profils, notamment le profil de Maxime Bernauer, on va en parler. Mais Maxime Bernauer, il a fait moins de matchs, il a été blessé au début de saison, mais il a des statistiques et même un apport dans le jeu, parce qu'il peut jouer aussi à différents postes, bien plus intéressant que Chico Lamba. En plus de ça, c'est un patron, lui, il ne se cache pas. Donc, il a un duel remporté de 51%, duel aérien 100%. Il gagne absolument tous ses duels aériens pour le moment, Maxime Bernauer, même s'il a joué à ce poste de latéral, il gagne ses duels. Récupération, on voit qu'en 5 matchs, il a fait plus de récupération que Chico Lamba. C'est là aussi où c'est important d'avoir un Maxime Bernauer dans son équipe. Et puis, il est juste dans ses passes. En plus, il a joué latéral, donc c'est plus dur, on va dire, de faire des passes sur un côté plutôt que dans l'axe où on a plus des passes, on va dire, faciles. Mais on le voit que Joao Ferreira, par exemple, a une précision de passe à 81%. Maxime Bernauer est même plus précis que le latéral de métier. Donc voilà pour cette note de Maxime Bernauer qui est de 7. Est-ce que pour toi, Laurent, c'est cohérent malgré son expulsion qui avait coûté justement un 10 contre 11 contre Guingamp et là Saint-Etienne n'avait pas pu revenir dans ce match. Ouais, et
Et les 3 matchs où il va faire défaut, parce qu'il a pris 3 matchs, son geste d'humeur, schlack, au Guingampais qui fêtait son but devant le Cop Nord. C'est un peu la tâche sur son début de saison parce qu'il a vraiment fait un gros début de saison. C'est le couteau suisse. On a vu, il a dépanné à gauche. Quand je vois son pourcentage de passes, c'est bien parce qu'à gauche, il est droitier. C'était quand même pas simple pour lui, mais il a été vraiment très bon quand il a joué à gauche avec une vraie influence sur le jeu, même si on ne pouvait pas lui demander de déborder. Ben non, il a cette qualité de passe où il a donné de très bons ballons, des balles de but même aux attaquants. Il est fiable, Bernauer. On s'en doutait de ce qu'on avait vu sur 6 mois la saison dernière. Un petit peu moins de 6 mois parce qu'il est arrivé blessé. On voyait que dans l'esprit déjà, c'était un guerrier, qu'il avait déjà cet attachement au maillot. Quand ils sont descendus, je me rappelle, j'étais allé le voir en lui disant on te reverra l'année prochaine. Et oui, bon, j'allais dire il s'en foutait. Non, c'est pas ça. Il aurait bien sûr préféré jouer en Ligue 1, mais malgré la descente, il avait envie de revenir. Dans l'état d'esprit, il est vraiment bien, quoi. Je trouve que ce maillot lui va bien, il le porte bien, il le mouille. Et c'est un leader, donc des Bernauer. Et il en faut dans une équipe. Quand il a joué à droite, il a été bon. À son poste de prédilection, c'est défenseur central, mais il a fait passer quand même un message dans une conférence de presse quand on lui a demandé si milieu, s'il aimait bien. Et il a dit qu'il aimait beaucoup. Hein. Moi, je m'attends à le voir au milieu, vu que Ekwa, bon, bah, le club misait sur Ekwa, mais Ekwa ne mise pas sur la SS, on a bien compris. Donc, il y a un manque, je pense, au milieu. Je ne vois pas Lamba sauter. Nadé, c'est pas possible de l'enlever. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc, je pense que Bernauer, petit souci avec ma caméra aujourd'hui, mais je pense que Bernauer est amené à jouer au milieu ou alors sur un côté si vraiment un des deux latéraux venait à ne pas donner satisfaction. Il ne faudrait pas que non plus que ce soit le bouge. Pour ça que j'aimerais bien qu'il soit fixé à un moment. Je me dis que devant la défense, on serait plus solide avec lui. Il a cette vision du jeu aussi, la tête levée. J'aimerais bien. En fait, moi, j'aimerais bien. Ça fait un moment que je milite pour ça. Bernauer, Mouefek, Jabber. Pour moi, c'est comme ça que tu es le plus solide avec les deux qui seraient un petit peu plus haut. Et il me semble que le bloc, là, je le verrais compressé comme ça un petit peu plus. Même si Tardieu, j'ai rien contre Tardieu, mais voilà, qu'il entre dans la rotation plutôt qu'un titulaire comme ça qui enchaîne tous les matchs d'entrée. Il y a Miladinovic aussi, mais il me semble que Bernauer, devant la défense, ça serait pas mal. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Ouais, après, moi, le seul bémol que je vois à ça, Laurent, c'est que je pense que c'est une bonne idée, mais Eric Cordeland est assez figé sur ses idées, et j'ai l'impression que, voilà, il y a ce poste de défenseur, de troisième défenseur central, même si pour moi, très clairement, il devrait jouer à la place de Chico Lamba et déjà, l'AS Saint-Étienne serait déjà beaucoup plus solide parce que j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il va forcément le mettre au milieu de terrain, même s'il t'avait dit qu'il pouvait, le faire, Arneland pouvait laisser penser qu'il allait l'utiliser au milieu de terrain. Moi, j'ai pas l'impression. Je pense que justement, il va compter sur du Miladinovic, du Tardieu, même sur les jeunes. On l'a vu avec Gadek Bekou qui a joué, El Jamali également. Donc, on est sur des jeunes. J'ai pas l'impression qu'il va forcément le faire évoluer de poste. Moi, je pense qu'il va falloir le compter sur quand même un problème de riche, finalement, Maxime Bernauer. Ouais. Et pourquoi pas justement le mettre à la place de Chico Lamba, parce que si ça continue, les performances de Chico Lamba, faut faire jouer le meilleur, hein, tout simplement. Hein. Non, mais pour Si... moi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que Chico Lamba, il n'est pas non plus en difficulté. Alors, je pense que si Bernauer a joué en défense, ça sera sur un côté. Hein. Sur un côté. Peut-être même un peu plus à gauche qu'à droite. Parce que Anan, si je suis l'entraîneur, je me dis, mais il peut se faire expulser à tout moment. Quoi. Ça fait 2 Ouais. fois qu'il fait une tacle de boucher comme ça, où il y a la clémence de l'arbitre qui lui met juste un jaune. Mais si c'est en Ligue 1, les, si c'est en Ligue 1, les 2 tacles que fait Anan,
il y a la VAR et il prend rouge. Hein. C'est Donc, clair. à voir le positionnement de Bernauer, mais moi je suis convaincu qu'il ne sortira pas Chico Lamba. Ah, il a été acheté 6 millions d'euros déjà, il y a ça le protège. Et puis, c'est pas non plus catastrophique les prestations de Chico Lamba. On attend plus d'une recrue à 6 millions, mais ça va. Après, moi, ce que j'attends, Laurent, au-delà de ça, c'est que si Eric Horneland est un grand coach, qu'il fasse jouer les meilleurs, tout simplement. Pour moi, le prix du transfert, mais ça n'a rien à voir. C'est comme quand il y avait eu le débat, fallait-il faire jouer Lucas Tassin à la place de Sissoko? Eh ben, si Sissoko était meilleur à l'entraînement que Lucas Tassin, je suis désolé, non, il n'aurait pas dû jouer. Tout simplement, les meilleurs jouent et c'est tout. Et c'est ça, être un grand coach. C'est malgré qu'il y ait une certaine pression, à chaque fois, toi, tu évalues les joueurs qui sont les plus aptes à jouer et tu fais jouer les meilleurs à chaque fois. Donc, c'est ça que moi j'attends d'Eric Horneland, c'est aussi qu'il fasse des choix tranchants et pas qu'il écoute la direction sur chaque décision. On sait qu'il n'avait pas été écouté, notamment sur le choix de garder Léo Petro. Ça s'entendait aussi de la part de la direction. Ils ont pris Ebenezer Hanan, ça me fait ma transition sur Hanan. Finalement, on est sur un joueur qui n'arrive pas non plus à convaincre. Eric Horneland avait peut-être raison sur ce point-là aussi de garder Léo Petro. Donc, tu vois, pour en remettre à cette question-là, pour moi, c'est à Eric Horneland de faire les choix et pas non plus à cette direction d'imposer tout ce qui a été fait. Alors oui, on veut valoriser des joueurs comme Anan, comme Lamba qui sont plus jeunes, mais s'il y a meilleur, tu fais jouer les meilleurs, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Bon, alors, en tout cas, sur Léo Petro, même si là aussi, je vois des critiques, je m'en fous. Alors, en plus, tu ne peux pas savoir des critiques parce que je parle à quand même pas mal de connaisseurs. Et oui, avec Petro, bah, tu aurais été plus solide si tu l'avais gardé dans ton effectif, pas forcément comme titulaire, mais bien sûr. Bah, Bernauer, quand il a joué à gauche, ça aurait été Petro qui joue à gauche, donc il aurait joué ailleurs, peut-être au milieu. Enfin bref. Anan, eh ben, pour l'instant, l'image que j'ai, c'est les deux tacles, donc où il doit prendre rouge, et beaucoup de ratés techniques. Plusieurs fois, j'ai cru qu'il allait marquer contre son camp sur des dégagements en catastrophe. Donc, bah, je comprends un petit peu mieux pourquoi il n'était pas titulaire à l'Étoile Rouge de Belgrade, parce que ces matchs, il les a fait à Belgrade, mais avec l'OFK, je crois, en tout cas l'équipe où l'Étoile Rouge l'avait prêté. Et il est jeune, donc il a peut-être une marge de progression. On voit qu'il va vite, qu'il peut avoir un apport offensif. Il est passeur décisif sur le deuxième but de Zurigo à Montpellier. Son premier centre n'est pas terrible. Il a la chance, c'est contré. Et le deuxième, il fait une belle passe à Zurigo. Mais pour l'instant, je ne vois pas en Hanan un bon joueur, un joueur de niveau Ligue 1. Et j'attends de voir la suite. Et il a des qualités athlétiques qui ont l'air quand même intéressantes. Donc, avec l'adaptation, on peut espérer qu'il va monter en puissance. J'ai peur que l'intelligence de jeu lui fasse quand même un petit peu défaut dans son placement aussi. C'est pas l'assurance tout risque. Mais De toute façon, on va voir. On va voir. tu compares les stats avec Bernauer, il n'y a pas photo. Hein. Bernauer a plus de récupération alors qu'il a moins de matchs. Il a une meilleure précision dans les passes. Même les centres, c'est pas terrible, à 22. l'image de Joao Ferreira aussi, c'est 22%, quoi. Duel aérien, bon, il tient la baraque, mais c'est pas non plus dingue. Et puis les duels remportés, ouais, c'est 1 sur 2. Donc forcément, il va être en retard sur pas mal d'actions. On l'a déjà vu. Donc ouais, pour moi, c'est une note de 5, mais pas vraiment encourageante dans le sens où là, pour le coup, on n'a pas vu du grand Ebenezer Hanan. On est sur plutôt une note, voilà, il atteint la moyenne de justesse, plutôt. Ouais, pour moi, j'aurais mis la même note. Ah, Jabber, voilà. alors Voilà là, une on est bonne sur une recrue. bonne Ah, note.
La même note que Michael Nadé, on est sur un joueur qui a convaincu pour le coup la plupart des supporters et je pense qu'il a convaincu aussi Eric Horneland. On avait vu dans les rapports avant sa venue que c'était un joueur très impactant physiquement. On le voit hein, au milieu de terrain, il remporte quasiment un duel sur deux, duel aérien 60%. Donc c'est des bonnes stats hein, pour des milieux de terrain de remporter autant de duels. C'est quasiment les mêmes stats que Chico Lamba en défense. Donc, bon, c'est même meilleur, je crois. Récupération 41, il est aussi très solide dans le jeu balle au pied, avec une précision de dépasse à 90%, des passes longues à 61%. Et puis en plus de ça, il a mis aussi un but. Donc honnêtement, c'est une recrue plus que solide. C'est déjà peut-être même un cadre technique sur le terrain. Bah oui. Alors, dans les 25 millions investis par Kilmer Sport sur ce mercato, bah, les combien? 2, 2,5 sur Jabber? 2,5. Ouais. Ouais, je pense que là, c'est les mieux investis, hein. Beaucoup mieux que les C'est 6 clair. sur Ekwa, hein. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, lui, il a fait bonne impression d'entrée. D'entrée de compétition, parce que sur les matchs de préparation, c'était pas. Mais bon, c'était des matchs amicaux. Et dès que le championnat a été lancé, premier match à domicile, là, Mm. waouh, on a vu l'entrée, hein. Purée, un but déjà. Et puis une activité, il panique pas, sous pression. Il va au mastic pour récupérer le ballon. Je trouve que quand il est à côté de Mouefek, ça nous fait un duo là. Et pourtant, il est pas physiquement, il n'est pas hyper impressionnant. Non. Ah, il y va, Ça va rien hein. dire, hein, le physique. C'est la mentalité. Pour moi, tout se joue dans la Ouais. mentalité, Jabber. Ah ouais. C'est Et c'est alors ça, là, hein, ça niveau joue tout. mentalité, d'entrée de jeu, on l'a vu hyper investi à aller fêter les buts. Ah, lui, il a mis tout le monde d'accord d'entrée. Ouais, pour moi, c'est la meilleure recrue. Bon, après, Bernauer et Cardona sont des recrues aussi, parce qu'il a fallu lever l'option d'achat. Mais parmi les joueurs qu'on ne connaissait pas, Jabber, Ah, pour moi, c'est ah, celui qui me fait c'est celui qui débute le mieux, en tout cas. Et, on a vu d'entrée que c'était un bon joueur. ouais. On va parler de Florent Tardieu, aussi un cadre du vestiaire, là pour le coup. Il a fait tous les matchs, Florent Tardieu, il a joué tous les matchs en tout cas. Il a des bonnes statistiques, Tardieu, avec 58% de duels remportés. Alors il en a moins que Jabber, c'est-à-dire il a fait moins de duels, mais sur les duels qu'il dispute, eh ben, il les gagne. C'est quand même important de le notifier aussi. 78% en duel aérien, 45 récupérations aussi. On est, tu vois. Tu parlais un peu de la faiblesse défensive de Florent Tardieu. Bref, mine de rien, il fait ses matchs, Florent Tardieu, peut-être un petit peu dans l'ombre, mais il est aussi solide, balle au pied. Il a déjà une passe D. Alors l'année dernière, il avait mis des beaux buts, c'est pas encore arrivé, mais il a une qualité technique qui peut te libérer certains matchs et il peut faire des passes D, il peut marquer des buts, même s'il acquiesce un peu le coup, j'ai l'impression aussi physiquement ces derniers temps. Mais il a bien commencé, Florent Tardieu, quand même. C'est pour ça qu'on lui met 6,5 et pas en dessous, parce que c'est un joueur, je pense, il va aussi monter un petit peu crescendo. Avec la concurrence, ça peut faire que le renforcer finalement, j'ai l'impression. Ouais, je lui aurais mis cette note-là, moi aussi. 6,5, parce que heureusement qu'il était là, en fait. Mouefek, Jabber ont été blessés. Emma, problème avec le club, on l'a toujours pas vu pour l'instant en Ligue 2. Qui d'autre? Bouchoirie était blessé avant de partir. Heureusement qu'il était là, hein. Il a même joué En étant je sais, malade. un match à l'extérieur, Il était ou malade, ouais. ah ouais, à Ouais. Clermont, où il était malade. Je l'avais croisé à l'E3 la veille. Parler du nez, mais il avait fait comprendre qu'il serait quand même sur le terrain parce que bah, c'est un vaillant, hein. On l'a vu en fin de saison dernière, il avait bien fini sa saison en marquant 2 jolis buts. Il n'a pas pour l'instant une seule passe D, pas de but, mais dans le jeu, il a répondu présent. Il, il a pratiquement fait tous les matchs dans leur intégralité, il me semble. Ouais. Tardieu. En tout cas, à Orneland, il ne s'est pas posé de questions hein, au milieu. Tardieu, parce que c'est une valeur sûre de cet effectif. Même si, ouais, je pense que c'est. Enfin, j'aimerais bien voir un joueur.
Je trouve que Jabber et Moefek sont indispensables et je me dis que soit avec une pointe basse, plus costaude, même si ses stats parlent pour lui, et que lui, il apporte autre chose, sa vision du jeu, il a peu de déchets dans ses passes. Ou alors soit avec une pointe haute, mais ça, on sait que ça n'arrivera pas. Ouais. Mais j'aimerais bien. Je Ouais, désespère pas. ouais. Non, mais je comprends ton positionnement. Après, est-ce que l'AS Saint-Étienne et Eric Corneland doivent se dire, OK, on y va pour, avec une pointe basse, avoir peut-être un jeu plus défensif, être plus serein? Ou est-ce que justement le fait de mettre Florent Tardieu, ça peut aussi amener ce jeu plus offensif, libérer certains joueurs aussi sur les ailes plus rapidement, Lucas Tassin aussi avoir plus de ballons? J'ai l'impression que ce choix-là, il a été fait aussi par Eric Corneland, c'est d'avoir toujours Florent Tardieu sur le terrain parce que c'est lui qui va créer le lien principalement par la passe. Derrière, tu as Mouefek qui peut transpercer des lignes aussi avec sa conduite de balle, son activité. Tu as Jabber qui va te récupérer des ballons et qui sait un petit peu tout faire. J'ai l'impression aussi que ce choix a été fait avec le fait que Pierre Ecois ne fait plus partie du groupe tout simplement. Et j'ai l'impression que Florent Tardieu, c'est un peu l'évidence dans le sens où c'est peut-être le seul profil, aller avec Igor Miladinovic, qui va t'apporter en même temps un petit peu de sérénité aussi défensive, parce qu'il va plus participer à la défense qu'un Miladinovic, mais il va être précis par la passe et il va surtout avoir des passes qui vont être plus vers l'avant que d'autres joueurs. Et j'ai l'impression que c'est ce choix que fait Eric Orneland. Oui, mais c'est ça. C'est ce qu'apporte Tardieu, hein, ses caractéristiques, c'est celle-là. Il a fait un bon début de saison, mais je pense qu'il y aura un moment ou un autre, un joueur qui sera recruté peut-être dès cet hiver, et que c'est lui qui va se retrouver un petit peu plus sur le banc. Je pense que si l'ASS veut progresser, bah, tu te dis que Jabber, Mouefek en Ligue 1 par exemple, ça va le faire. Si tu remontes Tardieu pour la Ligue 1, c'est un peu Tardieu, Larsonneur, même combat hein, pour moi. C'est de très bons joueurs de Ligue 2, mais allez, c'est un peu offensant de dire ça parce qu'on les aime bien, mais à un moment, tu as ta carrière qui est ce qu'elle a été. Et Tardieu, lui, il lui reste un an de contrat. Je ne sais pas s'il sera prolongé ou pas. Il incarne pas l'avenir, mais il incarne déjà le présent et il, il est en train de faire une belle saison. Je pense qu'il est heureux à Saint-Etienne et que ça suffit à son bonheur, Florian Tardieu. Ouais, mais pour moi, il mérite une prolongation, Florent Tardieu, parce que même si tu dis qu'il ne pourra pas forcément être titulaire en Ligue 1, moi je pense il peut encore apporter sur plusieurs matchs cette expérience et le fait qu'il soit titulaire ne me dérangerait pas. Mais effectivement, il n'incarne pas l'avenir. Mais c'est déjà un cadre, je pense, du vestiaire. Il a toujours eu la bonne mentalité, toujours le sourire, en fait, Florent Tardieu. Même quand il était sur le banc l'année dernière, tu sentais que le gars était revanchard dès qu'il a été utilisé par Eric Orneland. Et puis il a mis 2 buts et honnêtement, il a fait changer un petit peu cette équipe. Il a fait vibrer aussi les supporters parce que les supporters avaient besoin de ça sur la fin de saison et ils se sont dit, bah tiens, Florent Tardieu, il est chaud et peut-être qu'il va nous sauver. Et je pense que c'est un joueur techniquement hein, qui a le niveau Ligue 1. Après, ça va être Ah oui, plus sur le physique. Je pense que sur le physique, ça peut être plus compliqué, mais tu vois, si tu l'utilises bien en Ligue 1, pour moi, il a le niveau, c'est sûr. Surtout qu'on va parler de Emen Mouefek. Mais Emen Mouefek, on lui met que la note de 6 aujourd'hui parce que Emen Mouefek, bah, il est souvent blessé, quoi. Et chaque année, c'est rebelote. Donc, c'est pour ça que moi, j'écarterai pas un joueur comme Florent Tardieu, en tout cas l'année prochaine, s'il y a remonté en Ligue 1. Je pense que ça serait une bêtise de se dire, bah tiens, on a Emen Mouefek, on a Jabber, on va recruter un autre jeune et son remplaçant en jeune, et puis on compte pas sur Florent Tardieu, alors que Florent Tardieu, pour le coup, il est fiable, tu l'as dit, il a joué même étant malade. Le gars, il est fiable, il est prêt à se sacrifier pour le groupe, il est prêt à se sacrifier pour le maillot, et je pense que ça, c'est important. Alors, je dis pas que Emen Mouefek, il n'est pas prêt à se sacrifier, hein, loin de là. Hein. Je dis juste que lui, il a des pépins physiques, il est moins fiable. Et malgré les statistiques qui sont en sa faveur, hein, on voit qu'il est impactant, hein, parce qu'en plus de ça, j'ai mis ses dribbles réussis, 61% quand même, c'est énorme hein, pour un milieu de terrain. On sent qu'il fait la différence. En plus de ça, il est précis avec les pieds.
Il a déjà 2 passes D aussi, Emile Mouefek, mais encore une fois, j'ai un peu de doute, moi, sur sa fiabilité, tout simplement. Bah, lui, le problème, c'est toujours le même, c'est les blessures. Hein. Parce que quand il est sur le terrain, et quand en plus, par miracle, il peut enchaîner, ah, mais il serait pas là. Il serait déjà plus à Saint-Étienne si, et sur la durée, il pouvait montrer ce qu'il montre quand il est bien physiquement. Parce que c'est un sacré joueur. Hein. C'est le seul. Jabber le fait un petit peu, mais Mouefek, quand il prend le ballon, quand il le remonte, c'est un buffle. Hein. C'est dur de Ouais. l'arrêter. Il te fait Bah, c'est remonter pour tout ça, le temps. dribble réussi 61%, hein. Tu vois qu'il a de la réussite quand il fait ça. Ah ouais, ouais, il peut remonter le ballon balle au pied. Il percute pour les adversaires et quand ils le voient arriver, ils doivent se dire voilà. Euh, Moi, j'adore Moefak, bien sûr, mais malheureusement, tu sais jamais. Quand tu arrives à une conférence de presse à 2 jours du match, quand tu Et fais le c'est point avec le coach, tu sais jamais si Moefak va être opérationnel ou non. ouais. Ah, ils vont jamais détecter et lui, jamais. Toute sa carrière, ça va être comme ça. C'est fou quand même. Parce que sa carrière, c'est pas la même. Hein. S'il règle ses pépins musculaires, à chaque fois, c'est musculaire. Il se pète le mollet, les ischios, enfin, la cuisse, c'est toujours un problème musculaire. Mais s'il arrive à régler ça, mais il est plus à Saint-Étienne. Hein. Ou Ouais, alors, c'est clair. ou alors s'il est encore à Saint-Étienne, quand tu vois l'impact qu'il a sur l'équipe, ben, non, lui, pour le coup, à chaque fois qu'il est opérationnel, enfin, en Ligue 1, il a le niveau. Orneland l'a dit l'autre jour, ben, c'est un joueur de Ligue 1, mais bien sûr, tous les jours, Moefek. Et il pourrait avoir sa place dans le ribambelle d'équipes de Ligue 1. Le problème, il est physique. Quand tu fais ton équipe type, tu peux difficilement te dire bah, Moefek, parce que Moefek, il fait un match sur 2, sur 3. Finit la saison à 20 matchs à chaque fois. C'est Ouais, vraiment dommage, parce que c'est un sacré joueur. Hein. Mais c'est depuis effectivement. toujours. Il a le titre de Gambardella. C'est 2019. C'était il y a 6 ans. Il gagne la Gambardella. Mais dans le parcours en Gambardella, sur la fin, il n'y est pas. Hein. Stade de France, je ne crois pas qu'il était présent contre Toulouse la finale. Demi-finale, je ne crois pas qu'il y était non plus contre Lille ou Bordeaux. Les Verts battent Lille et Bordeaux à l'Etra. Il n'y était pas. Ça a toujours été. Ouais. Ça fait des années que C'est ça dure. c'est pour ça que ça fait peur en Ligue 1 de compter sur Emile Mouefek à 100%. Ben, il le sera quasiment peut-être jamais. Et c'est dommage parce que les qualités du joueur sont là. On va passer à d'autres milieux de terrain. Là, c'est des plus jeunes. Loan Gadek-Bekou. Donc là, pareil, on va dire que la note est un peu sévère dans le sens où c'est un petit peu en dessous de la moyenne. C'est des jeunes joueurs, donc on ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils fassent autant de matchs. Donc il en a fait 4, notamment, il me semble qu'il a eu 2 titularisations, Gadek-Bekou. Il est quand même, allez, on va dire, à polir parce que les duels aériens notamment, il a joué beaucoup à ce poste de milieu central. 11,1% de duels aériens remportés, c'est très très peu. Pareil, les duels remportés, 48,3% à ce poste-là. C'est dur parce qu'on sent qu'il est vraiment en dessous de ses coéquipiers. Après, il a été précis avec le ballon. Il n'est pas fâché avec le ballon. Donc, on peut s'attendre à mieux, sachant que forcément, il va progresser. Hein, c'est un jeune joueur. Oui, il est jeune. Il a 18 ans, il est international. Il a gagné sa place pendant les matchs de préparation. Et il était bon d'ailleurs pendant les matchs de préparation. Il peut remercier aussi Aymar, ou l'entourage d'Aymar, de Paul Aymar, de ne pas avoir signé son premier contrat pro, parce que sinon, les 4 matchs, 4 ou 5 matchs, ben, je pense que c'est Aymar qui les aurait, pas Gadek-Bekou. Je pense qu'Aymar était devant dans la hiérarchie. Il a bénéficié de ça, des blessures, pour se montrer. Et ouais, 4,5, 5. J'aurais mis 5 parce qu'il est jeune. Mm. Mais ce qu'il a montré, ça a été bien par moment, mais il y a eu des pertes de balles.
Ouais, un manque d'impact quand même comme ça. À ce poste-là, juste devant la défense, il n'a pas eu un volume extraordinaire. C'est ça, c'est le Donc, volume, moi, qui me. je suis pas sûr qu'il redémarre un match de sitôt. Il pourra rendre des services. Ouais. Un autre jeune, Nadir El Jamali, là, pareil, 4,5. Alors, au niveau des statistiques, c'est à peu près la même chose au niveau du volume, au niveau de l'impact. C'est des jeunes joueurs, hein, donc ils ont forcément, si tu les compares face à des Tardieu, Jabber, Mouefek, et ben, c'est vachement en dessous. 38,5% seulement de duels remportés, duel aérien 20%. Les dribbles réussis, là pareil, c'est assez famélique, 16,7%. Et après, on voit que niveau des passes, c'est quand même un joueur qui est correct, dans le sens où il a des bonnes stats avec, parce que il joue simple. Voilà, tout simplement. Il y a 88,6% de passes réussies, 100% de passes longues. C'est un joueur qui joue propre. Ouais, je l'aurais mis un petit peu plus, moi, peut-être. Parce qu'il m'a fait meilleure impression que Gadek Bekou, dans un rôle un petit peu plus offensif. Il n'a pas joué à son poste. Lui, c'est plus un. Ah, il est gaucher, mais c'est plus un ailier en faux pied. Ou alors jouer sous l'attaquant, mais ça, dans un 4-2-3-1. Et le système de jeu d'Orneland l'interdit de jouer à ce poste-là, il en empêche. Euh, Pendant la préparation, il a été bon quand il a joué en pointe, en faux neuf. Il a été à son avantage quand même sur, quelques, sur quelques actions. Je trouve qu'il a montré des choses en fait. Lui, c'est un joueur que j'ai envie de revoir mais à son poste. Ce serait bien que la prochaine fois qu'il entre, ce soit en ailier. En ailier et qu'on voit, parce qu'il a une bonne patte gauche. Dans l'esprit, il est bien, et il est hargneux. Je pense qu'on le reverra. Mais il y a tellement de monde. La C'est question, ça. c'est est-ce qu'il ne faut pas les prêter, ces joueurs-là, en fait, sur la deuxième partie du championnat? Ou alors tu prêtes un Benold, ou tu prêtes, je sais pas. Il faut faire de la place, hein, de toute façon, parce que Facile, tout le monde. il faut qu'il joue. Il y a tellement d'écart avec la réserve, la Nationale 3. Nationale 3, c'est c'est dommage. Ce serait 6 mois de perdu. Et il y a du monde quand même devant lui. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais j'ai envie de le revoir, El Jamali. Il a des qualités. Bah, il y en a un qui lui a pris un peu sa place, c'est Igor Miladinovic. Alors lui, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, parce qu'on pensait qu'il allait être transféré ou être prêté cet été. Et ben finalement, Eric Horneland compte sur lui, sur un profil aussi un petit peu plus offensif. C'est un milieu offensif, mais qui joue pareil à cette tactique un peu inamovible de Eric Horneland. Il ne joue pas forcément à son poste, donc il a déjà fait 6 matchs. Les statistiques sont honorables, hein, pour un joueur qui a joué en faisant beaucoup d'entrées, et aussi en tant que titulaire sur les derniers matchs. Il a un duel remporté de 50% quasiment. Pour un petit gabarit, c'est pas déconnant. 33% de duel aérien, pareil. Je trouve que pour un petit gabarit comme ça, c'est pas évident d'aller choper les duels aériens. Dribble réussi 50%, c'est là où pour moi ça fait la différence, par exemple avec El Jamali. El Jamali, il avait 16,7%. Là, on voit quand même que Igor Miladinovic, il est plus précis dans les dribbles. Pareil, précision des passes, 90%. Et puis, une statistique aussi que j'ai mis en évidence pour lui, c'est qu'il joue vers l'avant parce qu'il a 0 passe décisive, mais il a un 0,50 de passe D attendu. Ça veut dire que à chaque fois qu'il joue, bah, ça aurait pu apporter quasiment une passe D. Donc, il n'en est pas loin. C'est le joueur qui joue à peu près le plus vers l'avant, avec un but qui était magnifique d'ailleurs. Voilà, une note globale de 6 sur 10. Pour le moment, on ne peut pas forcément mettre plus, en tout cas, c'est mon avis, parce qu'il est quand même dans cette rotation et qu'il ne s'est pas forcément imposé non plus. Mais voilà, une bonne note, en tout cas, une mention honorable pour Igor Miladinovic. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. J'aurais mis un petit peu plus. Je pense que j'aurais mis un 6,5, tu vois. Ouais. Un 13 sur 20. Parce que
il était tellement loin dans les choix. C'est la bonne surprise hein, du début de saison. On ne pensait pas qu'il allait être autant utilisé. 6 matchs. Il a enchaîné 2-3 titularisations là sur les derniers matchs, dont celle contre Reims, où il claque un super but, il montre des choses. À Clermont, quand il est rentré, il a fait beaucoup de bien. Il rentre à la mi-temps, on est mené et on gagne le match avec un vrai apport dans un rôle qui n'est pas le sien, en jouant relayeur. Donc ça l'oblige à aller un petit peu plus au mastic. Il y va. C'est pas sa qualité première, mais quand il a le ballon, il me fait un peu penser à Bouchoirie par moment, dans sa capacité comme ça à remonter le ballon, mais il va avoir un apport offensif meilleur que Il est beaucoup plus Bouchoirie. décisif, exactement. Il a la tête levée. C'est sur le premier but, sur l'ouverture du score à Montpellier, c'est lui hein, qui initie l'action. Ouais. Il remonte le ballon, plein axe, il trouve le relais avec Stassin qui décale David Ajuili, qui perfore la défense montpelliéraine qui a reculé comme c'est pas permis. Il a un apport, il est maintenant dans la rotation, il demande à être vu. Et pour nous, journalistes, et ben, Miladinovic, c'est un peu une leçon. Parce que le flop Miladinovic, mais combien de fois je l'ai écrit? Combien de fois à peu près tous les journalistes, je pense, l'ont écrit. Et oui, ce joueur-là ne s'imposait pas en National 3, avec la réserve. Il n'était pas forcément tout le temps titulaire. Et pour ceux qui allaient voir les matchs de la réserve, ils se demandaient mais comment ça a pu recruter Miladinovic? Il n'est pas bon, nanana, il n'aura jamais le niveau. Ben, c'est des conclusions hâtives. On oublie, moi le premier, hein, que Miladinovic, il arrive, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais. Il a 22, 23 ans, il sort de Serbie pour la première fois, il découvre un championnat, il découvre un vestiaire, une langue, un pays. Et il ne joue pas. Il n'a pas sa chance. Donc, il est amené à jouer avec la réserve. Et ben, c'est pas forcément évident. Hein. Des fois, je pense qu'on ne se met pas à la place des gens. Ouais. Et là, en tout cas, il montre que c'est un bon joueur de foot. Il a du ballon plein les pieds. Il sait quoi en faire. Le ballon ne lui brûle pas les pieds. Et ça y est. Il est dans l'équipe maintenant. Il est dans la rotation. Et le meilleur est peut-être à venir avec lui. Hein, parce qu'il avait Ouais, des stats ouais. dans son club. Je ne me rappelle plus du nom de son club, mais c'était un petit club en Serbie. Hein. C'est pas du tout un club phare du championnat serbe. Il était juste international espoir. Ouais, il peut avoir des jours pas mal avec les Verts. Et sur les qualités qu'il montre, je sais pas. Je me dis qu'en Ligue 1, ça peut le faire aussi. Hein, de ce qu'on voit maintenant de lui. Il peut le faire, non? En Ligue 1. Ouais. Pour un joueur Ah, dont mais on n'avait même pas le niveau N3 la saison dernière. Bah, c'est le foot. ouais, mais après, il a une intelligence de jeu, donc je pense il a eu un petit peu du mal avec le temps d'adaptation qui a été un peu long, mais il n'a pas eu sa chance, tu l'as dit. Après, on espère que tous les joueurs qui ont été recrutés cet été, chez Colamba, Joao Ferreira, Benezer Hanan, pourront se différencier et de la même manière que Igor Miladinovic l'a fait. Et tu vois, on en parle, hein, on n'est pas forcément hyper critique, notamment envers tous ces joueurs-là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui nous ont moins convaincus, il y en a qui nous ont plus convaincus. Donc, c'est aussi notre rôle, tu vois, d'en parler. Mais là, pour le coup, Igor Miladinovic, chapeau bas, parce que c'est un joueur, on n'attendait pas, et on était surpris d'ailleurs, le moment où il est rentré, on s'est dit, bah, tiens, Igor Miladinovic rentre, Eric Ornoland compte sur lui, et finalement, il fait une super rentrée. Ah oui, effectivement, Miladinovic. Puis il commence à être titulaire, et là, c'est plus pareil. Maintenant, les gens comptent sur lui. Il a plus d'attentes, mais c'est un joueur qui est intelligent aussi avec le ballon. Là, tu parlais d'Ebenezer Hanan, où tu disais que lui, il n'était pas forcément intelligent avec le ballon. Ça peut aussi se développer, mais c'est vrai qu'il y a plus de motifs d'espoir, on va dire, avec un Miladinovic, parce que le gars, tu as l'impression qu'il sait quoi faire avec le ballon. Il a une vision de jeu. Je parlais des passes D attendues, mais ça veut dire que aussi, il a cette science du jeu qui peut être développé, notamment aussi sur son but. Il sait quand frapper. Il avait fait 2-3 passes avant en 1-2
avant de frapper. Et c'est aussi le jeu. Et, et pour le coup, tu sens qu'il y a du talent. Exactement. L'autre bonne surprise, parce que pour moi, il y a une grosse surprise aussi, c'est Augustin Boaquier, que là, pareil, hein, tu vas avoir le même débat, Laurent, parce que c'est un joueur aussi qui a été beaucoup critiqué, Boaquier, et pour le coup, eh ben, qui est quasiment titulaire, je dirais même qui est titulaire avec Eric Orneland. Il a fait tous les matchs, alors pas tous en tant que titulaire, mais en tout cas, il a fait plus de titularisations qu'un Ervin Cardona. Irving Cardona qui a fait que 4 titularisations. Et ben Boaquier, lui, pour le coup, il joue tout. Il a des bonnes stats pour un ailier. Duel remporté 50%, c'est plutôt pas trop mal. Il dribble bien, un dribble sur 2 passes. Et puis surtout, il a des très bonnes stats, hein. 5 passes D, 2 buts. Il est même, il sous-performe même un tout petit peu parce qu'il pourrait avoir allez, peut-être plus de buts parce qu'il est à 2,10. Mais voilà, une note de 7,5, ça fait partie des gros tops de l'effectif stéphanois, même si sur certains matchs, il est aussi souvent critiqué. Ouais. Oui, oui, bah ouais, 7,5, c'est bien, hein. Il fait un gros début de saison, il est titulaire à la place de Cardona les 3 derniers matchs. Il a gagné ses galons de titulaire. D'entrée de jeu, il fait un bon premier match à Laval. Alors lui, la saison dernière, beaucoup de blessures. Il a marqué 2 buts et de ce que je voyais, je me disais, mais c'est un mec qui cherche juste à se mettre en position de frappe et à frapper. Le résumé de sa saison, pour moi, c'était ça. Et je me disais, pourquoi ils sont allés le chercher? Et on a vu autre chose. On a vu d'autres choses. Il a la qualité de frappe. Il a marqué des buts du droit, du gauche. Et il a aussi la qualité de passe. Ouais. On a 5 passes D et dans le jeu, la plupart, c'est dans le jeu. Des actions bien senties, des ballons donnés dans la profondeur, dans le bon tempo. Ah, il est un peu comme Miladinovic, il est surprenant. Mais lui, sur la durée, fait partie des satisfactions du début de saison. C'est clair. Son concurrent, Irving Cardona, enfin l'un des concurrents, parce que Boaquier Ouais. peut jouer à peu près à tous les postes offensifs. Cardona, pour le coup, déçoit. Donc c'est l'une des recrues, son option d'achat a été levée. Euh, il déçoit dans le sens où Eric Orneland lui donne pas forcément de temps de jeu. Alors on ne sait pas forcément pourquoi, mais il a 4 titularisations sur 8 matchs. Il débute rarement en tant que titulaire, du coup, une fois sur deux. Et puis, il a des statistiques qui sont pas forcément plus fortes que Boaquier. On le voit hein, dans la précision des passes, il est quand même assez inférieur. Les dribbles réussis également. Alors, il est moins rapide que Boaquier également, hein. Il a que 25%. Et dans les duels, pareil, il gagne peut-être un petit peu moins ses duels remportés. Après, il gagne plus ses duels aériens. Mais voilà, il est à 2 buts, 2 passes D, mais c'était surtout en début de saison. Et puis, pareil, il pourrait marquer un petit peu plus de buts. Il sous-performe aussi un peu. Donc, on est à une note de 5,5. Est-ce que tu trouves ça honnête pour Erevin Cardona vis-à-vis de son temps de jeu? Bah, moi, je comprends pas bien son temps de jeu. Pour moi, Cardona, il doit être titulaire tous les jours dans cette équipe. Il a du talent, plus que les autres, en fait. Et 2 buts, 2 passes. Ouais, 5,5, j'aurais peut-être mis 6 quand même. Pour moi, il joue pas assez. Alors, il a été malade. J'ai posé la question à la dernière conférence de presse. Je me suis étonné de son temps de jeu parce qu'en Irlande, le mettait systématiquement titulaire la saison dernière. Et là, c'est un match sur deux, les titularisations. Et là, 3 matchs de suite sur le banc. Waouh! C'est quand même pas un remplaçant, Cardona, dans cette équipe. Ouais, enfin, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Alors, il y a le match contre Grenoble. Ok, il bouffe un peu la feuille. Il a 2 balles pour faire 2-0 et ça finit à 1-1. Mais sinon, il y a quand même eu des matchs où c'est lui qui les a débloqués. Les 2 premiers buts de Stassin, depuis qu'il est revenu, il lui les donne sur un plateau. Il y Ouais. a cette complémentarité entre les deux joueurs, Cardona-Stassin, qui est un des gros points forts de l'équipe. Tiens, Stassin, sur les 3 derniers matchs, il marque ou pas? Il a marqué un doublé Le contre dernier match, Reims.
Il a marqué, oui, il a marqué contre Amiens aussi, Ah oui, il marque à 1-0. Amiens. Ouais. Il marque à Amiens. Bon, ben, sur les 2 derniers matchs, Stassin n'a pas marqué. Il n'y avait pas Cardona sur le terrain. Bon, non, j'ai du mal quand même à comprendre pourquoi Cardona enchaîne les matchs sur le banc. Ouais, alors il en est à 2 buts de passes, mais il en serait peut-être à plus s'il avait eu un petit peu plus de temps de jeu quand même. Ouais. C'est pas un super début de saison de Cardona, mais pour moi, c'est pas non plus décevant. Je suis d'accord, mais je trouve que c'est décevant dans le sens où, supporters, stéphanois, je pense, ne savent pas forcément pourquoi il joue pas. Après, il y a un concurrent, hein, Boaké, il est bon aussi. Mais c'est vrai que tu te dis, tu en attendais plus. Tu as parlé du match contre Grenoble où il bouffe la feuille. C'est vrai que tu t'es dit en Ligue 2, Irving Cardona, ça allait un petit peu surnager. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. Tu es vraiment sur un joueur qui s'est mis dans le bain. Alors peut-être qu'il a aussi un petit coup de mou, tu vois. Peut-être Oui, que la Ligue 2 s'est aussi renforcée. Peut-être que lui, il a eu des saisons compliquées où il a pas joué. Il est revenu à Saint-Étienne hors de forme. C'est peut-être aussi le temps que lui retrouve aussi son plein niveau, que Eric Ordeland fait ça pour justement le piquer aussi un petit peu, hein. C'est il peut possible. faire mieux, c'est sûr. Mais à son crédit, il défend. Parce que nos latéraux, on les a chargés là, dans les vidéos, mais souvent, ils sont quand même pas aidés par les ailiers. Et je trouve que l'ailier qui défend le plus, c'est Cardona. Ouais. Ben, on va parler d'un autre ailier, Laurent, Zoriko Davitasvili, qui lui a une bonne note pour le coup, parce qu'il a débloqué plusieurs matchs. Il a Ouais. 4 buts, Zoriko, et pour le coup, il surperforme au niveau de ses buts. C'est-à-dire que ben, on voit qu'il a un grand talent, tout simplement. C'est qu'il lui en faut pas 10 pour marquer des buts. Il arrive à se créer des occasions tout seul, quasiment. Il débloque des matchs tout seul. Et ouais, on le voit, il a 4 buts alors qu'il a un XG de 2,36. Donc c'est énorme quand même, cette performance. Et puis en plus de ça, bah, c'est un joueur qui a forcément des bonnes stats dans les dribbles, 60%, mais aussi dans les duels, il n'est pas ridicule, à 50% quasiment sur les deux, duel aérien et duel remporté. Et puis voilà, il est juste avec ses pieds. Peut-être le bémol, c'est que l'année dernière, il faisait aussi des passes D. Là, aujourd'hui, il marque que des buts, mais quand même une note de 7 parce qu'on sent qu'il est au-dessus de cette équipe avec Lucas Tassin. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur il est au-dessus. Si, il est au-dessus, mais je rajoute Cardona aussi, hein, quand même. Pour l'instant, il a été 4 fois décisif, c'est autant que Cardona. Bon. Et c'est vrai, il débloque ce match à Montpellier, il débloque à Boulogne aussi, mais son début de saison, il est quand même relativement moyen à David. J'aurais Ah, peut-être il mis commence 7, bien quand même. soit 6,5, soit 7, mais il est quand même critiqué, hein. Tu prends son dernier match avant Montpellier, le match contre Guingamp, mais c'était juste pas possible, quoi. Tout le stade avait envie que Corneland le sorte, parce qu'il Ouais. n'a rien fait. Et il est sorti en marchant, alors qu'il y avait match nul. Dans l'état d'esprit, il n'est pas toujours là, quand même, David Hachvili. Orneland a été interrogé après le match contre Montpellier. Montpellier 0, Saint-Etienne 2, David Hachvili. L'entraîneur est questionné sur David Hachvili. Il n'a pas encensé, hein. Il a dit il doit faire mieux. Et c'est un intermittent du spectacle. Il y a des matchs où il est énervant. C'est un soliste aussi, hein. Lui, il ne te fait pas briller Stassin, hein. Il ne fait pas de passe. Les deux, je suis désolé, il n'y a pas une bonne connexion entre les deux. Ou alors, ça a été par bribes, mais trop peu. Il se trouve difficilement. David Agilis, il est lancé en profondeur, il y va tout seul. Donc, des fois, ça passe et on crie au génie. Il a du talent. Mais quand même, souvent, ça fait un peu bourrin, quoi. Parce que ça ne va pas au bout. Et pour moi, c'est un intermittent du spectacle, un mec talentueux, ok, qui peut te débloquer des matchs, qui arrive à t'en débloquer, mais je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan. C'est pas un joueur d'équipe pour moi, David Hachvili.
Mais c'est bien de l'avoir. Il te débloque des matchs. Mais il est beaucoup moins collectif qu'un Irvine Cardona. Il ne défend pas. Bref. Ouais. Je suis toujours assez tranché sur David Tajvili. En fait, c'est toujours soit tout noir, soit tout blanc avec lui. Soit il passe complètement à côté de son match, soit il te régale comme il l'a fait là. Et les défenseurs, ils ne comprennent pas. Au bout d'un moment, il fait toujours la même chose. Il démarre toujours de son côté gauche pour repiquer un moment sur son pied droit et tirer. Et là, les défenseurs de Montpellier, ils ont reculé, reculé. Bon, c'est de la Ligue 2. Hein. C'est vrai, après, Zurigo Davitashvili, pour prendre sa défense, il avait quand même montré en Ligue 1 qu'il avait le niveau. Et c'est pour ça que je dis qu'il surnage un peu dans cet effectif. C'est que pour moi, il est au-dessus des autres, très clairement. Et en plus de ça, je ne le sens pas à 100% mentalement. Tu es sur un joueur qui va choisir un petit peu ses matchs. Et quand tu vois, quand il les choisit bien, qu'il est au-dessus. Donc là-dessus, voilà, C'est un effectivement, on peut soliste. critiquer sa mentalité, c'est un soliste, mais vis-à-vis de son entente avec Stassin, il me semble que c'était le match contre Amiens où Eric Orneland avait dit j'ai pas voulu sortir David Ashvili justement parce que ni Stassin, parce que je pensais que les deux allaient me débloquer la rencontre. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est Lucas Stassin qui a débloqué la rencontre et Zurigo Davitashvili était à l'initiative de ça. Donc, il me semble que c'est ça. Euh, donc, on est quand même sur une entente qui reste à perfectionner, mais c'est vrai que c'est pas un joueur hyper collectif. Mais pour moi, c'est un joueur qui est au-dessus. Mais il t'en faut dans un effectif. Hein. Tu as plein de joueurs comme ça qui débloquent à eux seuls la rencontre. Et pour moi, Zurigo Davitashvili, ça en fait partie. Et c'est souvent dans des gros clubs hein, qui jouent ce genre de joueurs. Donc, pour le coup, Davitashvili, pour moi, c'est un bon joueur. C'est un vrai bon joueur. Même si, forcément, il entraîne de la frustration. Mais il faut aussi reconnaître que bah, le gars, il a du talent. Et s'il s'améliore sur certains points, eh ben, ça peut être encore un meilleur joueur. Il y a plein d'exemples où tu avais des joueurs avec un grand talent. Alors, je ne vais pas le comparer à des Rafinha, ce genre de choses, mais qui n'étaient pas forcément collectifs. Et puis, ils le sont devenus avec un grand coach. Donc, c'est aussi un record de Arneland de le faire progresser sur ces aspects du jeu et de voir, après, si le joueur en a envie, hein, quel apport il peut avoir vis-à-vis des autres attaquants. Ouais. Moi, l'image que j'ai de lui, c'est contre Monaco la saison dernière, le super but qu'il met. D'ailleurs, son plus joli but de la saison. Il a été élu plus joli but de la saison pour un but qui lambda, quoi. Alors que celui-là était très beau. Il y a une action juste avant où il oublie de servir, je ne sais plus si c'est Stassin ou si c'est un autre de ses coéquipiers qui est vachement mieux placé que lui, et il tente sa chance de façon égoïste. Et là, je reçois sur les groupes WhatsApp et enfin, j'ai reçu plusieurs SMS. Non, mais c'est pas possible, mais il va le sortir et tout. Et je sais pas, 5 minutes après, il prend le ballon et te l'envoie dans la lucarne. C'est ça, Ouais. David Tajvili. Il est fantasque. Il a du talent, mais il est fantasque et parfois agaçant quand même. C'est au coach de le faire progresser sur ces aspects-là, parce que un joueur de 25 ans, il me semble qu'il a 25 ans, David Ashvili, doit progresser sur ces aspects-là, parce que certes, il avait peut-être plus forcément toute la tête à Saint-Étienne, maintenant il doit se reconcentrer un peu sur son jeu, et aujourd'hui, c'est à Orneland de faire aussi comprendre que c'est pas suffisant. Oui, tu as un talent, mais tu dois aussi servir tes coéquipiers au bon moment, tu dois défendre, tu dois faire du pressing, tu dois faire ce genre de choses. C'est pas parce que tu as du talent que ça t'exclut de faire ce que font les autres, tout simplement. Ah oui, Et en je tout cas, il pense est vraiment que pas concerné par les tâches défensives. Et ça normalement, c'est les grands joueurs. Tu vois. Pour moi, Zurigo c'est pas un grand Davitashvili, joueur. C'est pas un grand grand joueur. joueur. Pour moi, c'est un bon joueur et ça peut devenir un très bon joueur. Maintenant, il va falloir que lui, il s'en rende compte parce que sinon, bah, sa carrière va lui passer à côté. Après, je sais pas s'il restera à Saint-Étienne l'année prochaine, ce genre de choses. Mais très sincèrement, s'il a envie d'évoluer et il a le niveau pour évoluer, lui, il peut. Hein.
il peut aller tabler plus haut, il peut faire une bien meilleure carrière que Irving Cardona, hein. Parce qu'Irving Cardona, il est pas tout jeune, il n'est pas aussi jeune que Zuriko Davitashvili. Et aujourd'hui, tu vois que moi, personnellement, en termes de talent, je trouve que Davitashvili est plus talentueux que Irving Cardona. Et après, Cardona, il est plus Cardona est complet. un bien meilleur joueur de foot que Davitashvili. Il est C'est plus un joueur complet. Ouais, c'est un joueur d'équipe, je suis d'accord avec toi, Laurent. Et je pense que dans une équipe, tu préfères avoir Irving Cardona qu'un Zuriko Davitashvili. Maintenant, si Davitashvili s'améliore sur tous les aspects du jeu qu'on a cités, ah, tu verras que tu préféreras avoir Davitashvili dans ton à équipe 25 que ans. Cardona. À Comment? 25 ans, il va s'améliorer. Ah, bah 25 ans, tu peux t'améliorer, bien évidemment. Personne n'est venu Mais le bon. chercher, hein, Davitashvili. Personne n'est venu le chercher. Il est Non, descendu. mais Kylian Sport a demandé aussi une grosse somme. Par un club qui a mis, je sais pas, il fallait mettre quoi, 10 millions pour arracher Mais non, il fallait Davitashvili. mettre, fallait mettre plus, hein. Pas Kilmer sûr. Sport avait dit plus. Mais Ils n'ont bon, rien dit qui sport sur aucun joueur. C'est juste les médias ouais. qui ont dit que Stassin, ils en voulaient 20. Ah tiens, bah, ils se sont trompés. Il y a eu une offre à 20, même plus de 20, ils ne l'ont pas vendu. Davitashvili, ouais, on a entendu 12, 13. On a juste entendu. Moi, j'ai jamais entendu Kilmer Sport dire on en veut tant. D'ailleurs, ça n'existe pas, ça. Ce que je sais, c'est que j'ai lu nulle part qu'il y avait eu des offres pour Zuriko Davitashvili. Il y avait un intérêt de West Ham, mais il me semblait Intérêt. que le prix plancher de Kidmer Sport, c'était 20 millions d'euros pour Davitashvili. Il y avait même Besiktas aussi sur le dossier. Mais bon, 20 millions d'euros sur Davitashvili. on verra cet été, hein. Mm. Un autre joueur, là, pour le coup, qui pourrait bientôt partir de Saint-Étienne, alors soit en prêt, soit un transfert, parce que c'est un joueur qui n'a pas convaincu, mais qui pourrait aussi se révéler à l'instar de Miladinovic ou de Boakier. C'est Benold, il avait bien commencé à Laval, un but, une passe D, et puis après, bah, on voit que les duels remportés, c'est quelque chose, hein, 18,8%, c'est vraiment peu. Précision 116,7%. Pareil pour les passes, 80%, on parle juste de passes, hein, basiques. Les dribbles, 20%. On est vraiment sur un joueur qui sous-performe là pour le coup. Note de 4, c'est la plus mauvaise note de l'effectif. Mais ouais, pourtant, ça avait bien démarré, comme tu l'as dit, ce match à Laval. Mais depuis, il n'a vraiment rien fait. Il n'a pas énormément joué non plus. Mais quand il joue, alors il s'est pété la saison dernière, c'est sûr. Il est revenu des croisés peut-être un peu vite. Il voulait finir la saison. Et il a repris au mois de mars, avril, mai. Quand il joue ses entrées en jeu, ouah. Et là, c'est pareil. C'est un joueur offensif qui est incapable d'éliminer un adversaire en 1 contre 1. Déjà, ça, c'est dérangeant. C'est- C'était le cas d'un Aouchiche, par exemple. Quand il est arrivé, Aouchiche, tout le monde. Waouh, Aouchiche. Mais il prenait le ballon, mais il était incapable avec le ballon d'aller éliminer un adversaire. Et là, Benold, il me fait un petit peu penser à ce genre de joueur. Alors, on va attendre, hein, il y a eu une grosse blessure. Mais tu n'as pas l'impact, bah, pour le coup, d'un Davitashvili. Quand il prend le ballon, il est capable, il avance, il fait reculer l'adversaire. Ni le brio d'un Cardona. Il montre peu de choses, hein, Benold. Et vu que les autres bah, montrent des choses, maintenant Benold, il est dans la rotation, il est derrière Davitashvili, derrière Stassin, derrière Cardona, derrière Boaki, Dufus. Et là, j'ai du mal à voir comment il va pouvoir s'imposer dans cette équipe de Saint-Étienne. Ouais, je ne serais pas étonné qu'il aille trouver du temps de jeu ailleurs parce qu'il risque vraiment d'en manquer à Saint-Étienne. C'est clair. Non, ben après, je pense que ça me semble l'option la plus viable pour Benold et puis voire même inclure une option d'achat, hein, parce que si le joueur ne convainc pas, même, bah, va falloir au bout d'un moment le remplacer par d'autres joueurs qui, pour le coup, auront peut-être plus le niveau. Parce que là, Benold, pour le coup, c'est assez compliqué, même si je pense qu'un prêt lui ferait du bien.
Lucas Tassin, on va parler aussi d'un joueur qui aurait pu partir. Pour le coup, il a la même note que Zuriko Dalitashvili. Il est plus décisif, Lucas Tassin. Il a 4 buts, 2 passes D. Pareil, en but attendu, il est à 4,42. Donc, il sous-performe un petit peu. Non, pardon, oui, il sous-performe. C'est bien le mot. Il aurait pu marquer un petit peu plus. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a tiré et qu'il n'a pas marqué, il y avait un bon goal. À chaque fois, il a des bonnes occasions. Après, tu me diras, contre Guingamp, il met du temps à armer sa frappe. C'est aussi des occasions comme ça que tu loupes. Mais niveau statistique, on ne peut pas dire grand-chose de Lucas Tassin tant il est décisif. Ce qu'on demande à un numéro 9, c'est d'être décisif. Il a marqué 4 buts en 8 matchs, alors qu'il a eu un début assez compliqué. Lors de sa reprise à Boulogne, il a été propulsé titulaire. Il n'avait pas été très bon parce que le mercato n'était même pas fini, qu'il commençait déjà à rejouer. En plus de ça, sa déclaration, juste derrière, il disait qu'il ne savait pas s'il allait rester, entre guillemets. Donc voilà, j'ai l'impression que là, pour le coup, sa saison est lancée, même si il a un petit peu plus de mal sur les derniers matchs. Ouais, il reste sur 2 matchs où il n'a pas marqué. Là, c'est lui qui marque le but de la victoire à Amiens. Ouais, quand même. J'aurais mis un petit peu plus, moi. Un petit peu plus qu'Adevitashvili. Parce que lui, il n'a pas eu la préparation. Il était blessé, il n'a fait aucun match de préparation. On se demandait s'il allait partir, s'il allait rester. Il est resté. Un choix fort. Parce que là, pour le coup, on est sûr qu'il y a eu des offres, et des grosses quand même. Kilmer Sport aurait pu au moins doubler la mise. C'était vraiment un choix de le garder. Et c'est un choix payant parce que son apport, on a vu à Clermont, on est mené à la mi-temps, il rentre, il fait une passe D, il marque. Il change quand même des choses. Maintenant, bah, il est titulaire à tous les matchs et il est présent. Il a digéré, je pense, son non-transfert. Il a digéré aussi son opération du pied. Donc, il est lancé dans sa saison. Il est bien lancé. S'il reste toute la saison, il sera peut-être pas loin d'être le meilleur buteur du championnat de Ligue 2. Et s'il est meilleur buteur du championnat de Ligue 2, il sera peut-être pas loin d'aller à la Coupe du Monde avec la Belgique. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Là, c'est Batshuayi qui est sélectionné. Il a 0 but pour l'instant avec Francfort. Ouais. Il part avec les espoirs, là, encore, Stassin, pendant cette trêve internationale. Mais s'il continue, s'il les enchaîne, les buts, il en a raté 2-3, c'est vrai, sur les derniers matchs. Mais s'il en marque, il peut peut-être aller à la Coupe du Monde, même s'il fait une saison avec Saint-Étienne. Puis Rudy Garcia, il a quand même entraîné Saint-Étienne, non? C'est là où il a un peu lancé sa carrière d'entraîneur. Donc, ça peut le faire. Il peut faire les deux, refaire monter Saint-Étienne et aller à la Coupe du Monde. Je pense que c'est pas incompatible pour lui. Il faut qu'il vise ça, Lucas Tassin. Ce serait joli. S'il Ouais, reste je à pense. Saint-Étienne, s'il les fait remonter, il peut peut-être s'installer. Pour un buteur, c'est important. Là, il a toute l'équipe qui va jouer pour lui. Je sais pas. On ne sait pas comment ça va se passer pour lui à l'avenir pour Stassin, mais en tout cas, il est bien dans sa saison maintenant. Ouais, je suis d'accord avec toi, Laurent, pour le coup. Stassin, il est lancé. On sent que le joueur est revanchard, peut-être aussi. Ses célébrations, à chaque fois qu'il a marqué, il se remet le public dans sa poche. Tu sens Et puis, ouais, il a envie de marquer, il a envie de jouer. Après, tu sais pas ce qui va se passer dans les prochains mercatos. Ouais, il peut y avoir des offres, il peut refaire le forcing pour partir, même s'il n'a pas concrètement fait, mais il y a eu des sous-entendus, on va dire. Et le joueur n'avait pas vraiment envie de rester. En tout cas, c'est les rumeurs qui ont été sorties. Mais on est quand même sur un joueur là, pour le coup, qui est impliqué, même s'il y a cette point d'interrogation sur chaque mercato où tu vas te demander, bon, Lucas Tassin restera pas. Je pense que ça peine aussi les supporters qui veulent voir justement Lucas Tassin évoluer à un gros niveau de jeu avec les Verts. Mais voilà, c'est aux joueurs aussi de faire remonter ce club parce que s'il avait peut-être fait toute l'année
comme il a fait les 6 derniers mois en Ligue 1, peut-être que Saint-Etienne serait encore en Ligue 1. Après, il venait d'arriver, donc il a eu aussi un temps d'adaptation qui était compliqué. Dalloglio, ça marchait pas vraiment bien avec lui parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, Euh, pourquoi il a pas le une voir bonne cote. rester? Il a quand même une bonne cote, Lucas Tassin. On l'a pas entendu finalement. Il a fait Ouais. passer quelques messages. J'ai eu des trucs sur les réseaux. Il est jeune, hein, il a 20 ans. Mais il a une bonne cote avec sa bonne tête là. Lucas Tassin. Non, Son non, remplaçant, bien aimé. Ouais, Joshua Dufus. c'est vrai, On c'est va son. finir. C'est le dernier joueur de l'effectif. Donc, c'est la dernière note. C'est compliqué de le juger, Joshua Dufus. J'ai failli mettre non noté, personnellement. Même si il a fait fort pour ses débuts. Parce qu'à Rodez, il fait une super prestation en 45 minutes. Un but. Voilà, il est juste, il est solide dans les duels. Mais voilà, pour moi, ça ne vaut pas plus de 5,5 tant il n'a pas joué. Donc, si tu notes sa prestation contre Rodez, bah, c'est peut-être un 9, hein. Mais voilà, faut voir aussi dans l'ensemble. Et pour le moment, Eric Corneland ne lui semble pas lui faire confiance. Ouais. C'est vrai que si tu notes juste sa prestation, mais même contre Rodez, moi j'étais surpris qu'il sorte à la mi-temps. J'avais envie d'en Ouais, revoir là, en une mi-temps avec tout ce qu'il a montré là. Puis, cette percussion, il marque, il était agressif, il en voulait, c'était un mort de faim avec le ballon. Et après, au retour des vestiaires, il est plus là. Et on l'a revu par bribes, des entrées en jeu, sauf le match contre Grenoble où il est titulaire et où pour le coup, on ne le voit pas. Il ouais. il a pas beaucoup de ballons. Non, il n'avait pas du tout dégagé la même chose que contre Rodez. Il était noyé dans la masse. Et depuis, sur les 5 derniers matchs, je crois qu'il a joué 19 minutes. Donc il a un temps de jeu très très faible qui nous permet difficilement de le noter et de se faire un avis sur lui. Hein. Il a montré des choses sur une mi-temps. C'est tout. Le C'est ça. reste, voilà, on l'a quasiment pas vu. Après, il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas pu noter parce qu'on les a pas vus. C'est Gillian Nguessan notamment, Ouais, Paul Aymar, bien sûr Ekwa, Apia aussi qui a très peu participé. Et les deux recrues, les deux jeunes, Stojkovic et Traoré, on les a pas notés parce qu'on les a quasiment pas vus. Il y a Masson c'est aussi ça. qui fait partie de l'effectif. Il y a Batou Binsika. Mais eux, pour le coup, on ne pouvait pas les noter parce qu'ils ils ont quasiment pas joué. Non, je pense Dufus, il y aurait eu zéro stat pour ces joueurs-là. ouais. Dufus, c'est une énigme hein, pour l'instant. C'en était une quand il est arrivé, parce qu'on a regardé ses statistiques. Attaquant Brighton, équipe première, une entrée en jeu contre l'AEK Athènes ou l'Aris Salonique, je ne me rappelle plus, De Zerbi qui le lance il y a 2 ans, qui le lance, il le fait jouer 4 minutes sur toute la saison. Mais sinon, ses stats, c'était U21 de Brighton, 8 buts. Hein, un attaquant, 8 buts en 38 matchs, ok. Réserve de Brighton avec les U23, pareil, 8 buts. Bon, qu'est-ce qu'ils lui ont décelé? Et après, il te fait une mi-temps de folie. Ben voilà, purée, la data, trop fort. Et derrière, plus rien. Une énigme. Pourtant, C'est spécial. j'ai envie de le revoir. Hein. Je ne pense pas être le seul. Avec ce qu'il a montré contre Rodez, on en redemande. Et pour l'instant, il n'y a eu que 45 minutes. Ouais, non, mais c'est spécial. La gestion du cas Dufus, après, ça coïncide avec le retour de Lucas Tassin, tout simplement, à son meilleur niveau, hein. J'ai Ah oui. l'impression que là, pour le coup, il fait jouer les meilleurs. Et Lucas Tassin est sans doute meilleur que Joshua Dufus. Mais tu vois, c'est aussi la question de Gillian Nguessan. Où va jouer Gillian Nguessan? Alors que tu l'as gardé, tu as refusé des offres à 7,5 millions d'euros pour lui cet été. Bah, c'est un joueur, tu le considères comme une pépite, parce qu'il vient de ton centre de formation et qu'il a la même cote un peu que Paul Aymar. Mais finalement, bah, il n'aura pas forcément un gros impact cette saison et je pense que le joueur va être frustré parce que même Dufus va être frustré. Bah, derrière lui, Nguessan, pour moi, apparaît en troisième position. Mais après, avec Ordeland, on ne sait pas, hein. Peut-être que Nguessan va aussi prendre la place
deuxième buteur. Peut-être que Dufus ne convainc pas forcément à l'entraînement, tout simplement. C'est peut-être ça. Oui, sûrement, sûrement. Et Nguessan, ouais, t'en parles. Mais c'est pour ça que quand se posait la question, il y avait des offres sur Stassin. Je pensais que dans les plans du club, bah, ils allaient faire partir Stassin pour faire jouer Dufus ou Nguessan. C'est ça. Et là, Nguessan, il lui reste 1 an et demi de contrat et il tarde à prolonger. Tarde à prolonger. Je crois savoir que l'entourage, ça Pour incite moi, il n'a pas pas forcément tort, hein, Laurent. Hein. Moi, je suis Nguessan, je pense que à je sa prolonge place. pas. Hein. À sa place. Et ils t'ont pas envoyé un super signal en Ah bah gardant ouais, Stassin et en allant chercher Joshua Dufus, hein. C'est sûr. exactement. Je suis Donc, pas sûr de prolonger non plus. c'est ça. Et à la Donc, place de il va Paul Aymar, falloir. je suis pas sûr de prolonger non plus, hein. Parce que tu as des propositions salariales qui sont en dessous des attentes. C'est ça. Donc, mais bon, Donc, on va passer à la composition type, Laurent, avec toutes ces notes. ouais. Alors, bien évidemment, c'est la composition faite avec les notes. Et ben, on est parti sur une défense à 4, avec bien évidemment l'Arseneur dans les cages. On Mhm. laisse Anan, parce que c'est un peu le seul latéral gauche, même si Maxime Bernauer peut dépanner à ce poste-là. Et puis, on va mettre Bernauer dans cette défense centrale titulaire à la place de Chico Lamba. Forcément, Bernauer qui a des meilleures notes. Ferreira à droite, je ne vais pas dire que c'est un choix par défaut, parce que, bah, si, un petit peu, parce qu'il n'y a pas forcément de concurrence avec Apia ou Masson. Mais voilà, il va falloir qu'il en montre plus aussi, parce que sinon Bernauer pourrait être décalé à un de ces deux postes, entre Anan et Ferreira. Et puis le milieu de terrain à 3, Jabeur, Tardieu, Mouefek. Et puis cette attaque où il n'y a pas Irving Cardona, avec Stassin, David Ashvili, puis Boaké pour compléter l'attaque. Qu'est-ce que tu en penses de cet effectif? Est-ce que tu penses qu'elle pourrait bouger? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui voilà, vont intégrer cette composition type, bien évidemment avec des noms comme Cardona? Ben, moi, Chico Lamba, je pense qu'il restera titulaire. Lamba, Nadé, maintenant ils ont des repères. Mouefek, c'est difficile de le mettre dans une équipe type. On sait qu'il est souvent blessé, donc je pense que Bernard va venir s'installer au milieu et Corneland jonglera pour les deux postes de relayeur entre Jabber, Tardieu, Mouefek et Miladinovic. Et, sur l'attaque, David Ashvili, Tassin, Boaki ou Cardona. Ouais, c'est ça, hein. Avec Dufus dans un rôle de remplaçant de Stassin. Et, et Nguessan, quand il sera de retour du Chili, de la Coupe du Monde U20, ben, on se demande un petit peu. Ce qui serait bien, c'est que Dufus soit capable de jouer sur un côté. Mais quand il est rentré sur un côté, ça n'a pas été très concluant. Il faudrait voir un peu plus sur la durée pour voir s'il peut jouer sur un côté, pour faire de la place à Nguessan. Parce que quand tu as une pépite, quand même, je pense que c'en est une. Hein. Il a tout juste 17 ans en sélection. Et il a quand même claqué 23 buts avec les différentes équipes de jeunes de la France. C'est quand même dommage de bordurer un joueur comme ça, hein, quand tu as la chance d'en avoir un. Ouais. Ouais, il y a un effectif quand même conséquent. Pour moi, le meilleur effectif de ce championnat de Ligue 2, avec des réserves d'usage sur les deux latéraux, Ferreira et Anan. Mais il y a un tel potentiel offensif que je vois pas comment la SS pourrait ne pas monter, ne pas finir dans les deux premiers de ce championnat, quand même. Ça Ouais. serait une sacrée contre-performance. Il faut vraiment que tout se goupille mal pour que ce soit le cas, hein, que tout le monde déçoive. Non. Ce scénario catastrophe, là, on est quoi, le 7-8 octobre? Je vois pas comment ça pourrait arriver. Parce qu'on est deuxième sans vraiment forcer le talent. Hein. Donc, une Ouais. fois que tout va se mettre en place, quand même. On va passer à la note du coach et de ce premier bilan. On a mis 14 sur 20. Donc cette fois-ci une note sur 20 parce que forcément c'est plus on va dire plus représentatif. Donc Eric Corneland, 14 sur 20. Pour moi, ça représente une note correcte. On en attend plus aussi du management d'Eric Corneland
Moi, je parlais beaucoup des schémas de jeu. J'ai lu beaucoup de critiques quand on critiquait Eric Cordeland. Moi, je trouve que voilà, il se réinvente pas, Eric Cordeland. Et en Ligue 1, j'ai bien peur que ça soit très suffisant, sa tactique. Et je pense que là, ça passe en Ligue 2 parce qu'il a aussi un effectif supérieur aux autres, hein, je tiens à le rappeler. Mais je ne vois pas des idées nouvelles, je ne vois pas un schéma de jeu innovant, je ne vois pas des dispositifs entre les joueurs. Les joueurs ne se complémentent pas non plus hyper bien. Je n'ai pas l'impression non plus que sa tactique soit transcendante. Donc j'attends de voir sur la durée. 14 sur 20, ça me semble honnête. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il ne se réinvente pas. C'est vrai que ça, on peut Ouais. le reprocher. C'est immuable, son système de jeu. En coaching, on peut lui faire quelques reproches. Contre Grenoble, le match contre Grenoble, quand il fait rentrer les deux jeunes, Gadek Bekou et El Jamalier, à la place de Jaber et de Mouefek, là, et tu te dis tout de suite, tu mènes 1-0, tu te dis, tiens, on va être moins bon, quoi. Ouais. Là, il aurait peut-être pu se réinventer. On a parlé peut-être de voir Boakai en soutien de 3 attaquants, pourquoi pas. Il aurait pu le faire sur le match de Guingamp, par exemple, où tu vois que tu n'y arrives pas, tu n'es pas dans un bon jour, tu essayes. Il le fait jamais, il le fera vraisemblablement jamais. L'année dernière, on se disait pourquoi il n'associe pas Sissoko et Stassin. Il n'a jamais fait. Dalloglio ne l'avait jamais fait non plus. Ils sont bornés quand même, ces entraîneurs. Ouais. Ils ont leur système de jeu et ils n'y dérogent pas. Ils croient en leurs idées. Mais tu as l'exemple de Luis Enrique. Luis Enrique, tout le monde lui jette l'opprobre quand il dit non, Mbappé part, mais il n'y a pas besoin de le remplacer. Comment ça? Il vient d'inscrire 40 buts. C'est qui va te les mettre, les 40 buts? C'est pas Dembélé quand même, non? Pas presque. En tout cas, ils sont champions d'Europe sans. Enfin, je veux dire, quand tu fais le choix d'un entraîneur, tu dois lui faire confiance. Mais moi, lui, j'ai envie de lui faire confiance. Déjà parce que je le trouve très sympa et très. Enfin, dans les conférences de presse, où à chaque fois, il est hyper investi, il est intelligent et il a toujours la bonne réponse. Ah, tiens, c'est une bonne question. Il dégage un truc qui va bien avec ses jeux. J'aime bien sa façon de vivre les matchs, quoi. Il est sanguin, il est hyper investi, il est déterminé, il est super content d'être là. Et il arrive un peu de nulle part quand même. Et quand tu vois son parcours avec Brandbergen, tu te dis, tiens, s'il peut faire la même chose. Là-bas, il avait récupéré l'équipe comme ça à mi-chemin, ça descend, il déroge pas et ça remonte, il gagne la coupe. Pourquoi pas? Ouais. Moi, j'ai hâte de voir en Non. Ligue 1, Laurent. Pour le coup, je suis pas assez convaincu par Eric Corneland. J'ai l'impression qu'en Ligue 1, il peut vite se prendre un mur, hein. Donc, j'ai quand même un petit peu Ouais, peur. il faut, J'ai un peu peur, il va vraiment. falloir qu'il fasse une belle saison aussi pour garder sa place. De toute façon, il faut qu'il remonte pour garder Ouais. sa place. Mais attention quand même, en Ligue 1, ouais, on parle beaucoup en Ligue 1, on verra en Ligue 1. Pour l'instant, on est deuxième. Tu vois, je veux dire, Ouais, c'est pas fait, hein. C'est pas fait, ouais. Ouais, ouais, bien évidemment. ça me dérange un Ouais. petit peu ça. C'est pas fait. On se dit que ça va le faire. Mais on a vu le match contre Guingamp, que dès qu'on y est vraiment pas, pour le coup, avec des joueurs qui à la fin du match te disent ah, ça s'est vu d'entrée qu'on n'avait pas trop envie, ben, on n'est pas à l'abri non plus. On survole pas comme on devrait survoler, donc on n'y est pas. C'est à lui de nous y amener, Orneland. Et il a une gestion de l'effectif qui pour l'instant lui donne raison, parce que les résultats sont là. Il y a eu une seule défaite, il y a quand même 6 victoires, 2 matchs nuls sur ces 9 premiers matchs. Ça vaut Ouais, bien 14 sur 20. À l'image de effectivement. l'équipe, pour l'instant. S'il fallait noter l'équipe, on dirait ça, non?
14/20 Ouais, la SS. ouais, c'est une note. En tout cas, chers supporters des Verts, on va mettre un terme à cette vidéo. On espère que ça n'a pas été trop long pour vous, 1 h 40. Mais non, mais si vous êtes d'accord avec ces notes-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord également, n'hésitez pas non plus à apporter des justifications. On peut en parler, on peut en débattre. On est là pour débattre, justement. Également, on pourrait faire des lives prochainement. Dites-nous si vous êtes intéressés en commentaire par des lives. On pourrait aussi inviter des personnes dans ces lives-là. Donc, dites-nous si vous êtes intéressés à participer aussi à ces lives. Et puis, on vous souhaite du coup une bonne trêve internationale avec la reprise la semaine prochaine de la Ligue 2 avec les Verts. Merci à tous. Allez, salut! Ciao.